quelle est donc ta troisième stat du jour à nous présenter pour ce Oklahoma City Thunder 2024? Alors, ma troisième stat du jour, ça va être deuxième. Ouais. Vous prenez sur toute la saison régulière les joueurs qui ont tenté plus de 300 tirs en pull-up. Ils sont 56. Ouais. Deuxième à l'EFG, il y a Jalen Williams. C'est le deuxième à l'EFG. Il n'y a que CJ McCollum qui est premier et Jalen Williams a longtemps été premier de cette catégorie avant de faiblir un petit peu sur la fin de saison. Pour parler de l'incroyable saison offensive de Jalen Williams, on en avait parlé de façon très élogieuse durant sa saison rookie. Il avait fait une belle saison rookie et il y avait beaucoup d'attentes du côté de la fanbase de Kelsey sur le fait qu'il prenne une nouvelle ampleur en attaque. Et moi, je faisais partie de ceux qui étaient un petit peu... encore une fois, je modérais en disant attention, Jalen Williams, c'est quand même un joueur de deuxième année, dans un rôle un petit peu différent, donc il ne faut pas non plus trop en attendre. Et finalement, ça a été assez largement... Non, c'est débattable, mais offensivement, ça a été le deuxième meilleur joueur de KC cette saison. Ça a été un joueur qui a été capable de gérer la seconde unit et qui finalement... On sait que ce soit du côté de Denver ou que ce soit du côté d'autres équipes, lorsque ta superstar, les with or without you, lorsque ta superstar n'est pas sur le parquet, ça peut être parfois un petit peu une grosse perte d'efficacité. Alors forcément, l'exemple le plus marquant, c'est lorsque Jokic est sur le parquet, Denver a limite le meilleur net rating de toute la NBA. Et lorsque Nikola Jokic n'est plus sur le parquet, Denver a presque le pire rating de toute la NBA. Ça n'est pas le cas du côté d'OKC, avec Shai Gilgeous-Alexander, parce que justement tu avais Jalen Williams qui était un petit peu le générateur d'attaque sur la seconde unit, aussi parce qu'il était souvent lié avec Chet Holmgren, et du coup ça permettait de stabiliser un petit peu la seconde unit. T'es en train de dire qu'il est meilleur que Jamal Murray, c'est ça? Ça c'est pas dur, ça c'est pas compliqué. Non, mais voilà, toujours est-il que vous prenez le net rating lorsque Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams sont sur le parquet. Il est à plus 11, donc on est sur l'élite de toute la NBA. Par contre, les ratings, lorsque Jalen Williams est sur le parquet, lorsque Shai Gilgeous-Alexander n'est pas sur le parquet, il est à plus de 98. Donc c'est encore un bon net rating, surtout lorsque on le compare au net rating d'autres équipes où la superstar est sur le banc. Mais voilà, l'incroyable saison offensive de Jalen Williams où il a progressé au playmaking et surtout c'est cette capacité de sanctionner sur du tir en pull-up, notamment sur ses mi-distances lorsqu'il va sur sa gauche, qui a été assez létal tout au long de la saison. Et voilà, que ce soit sur pull-up à 3 points, en pourcentage de réussite à 3 points, il est troisième, il est derrière CJ McCollum et Jamal Murray, tu vois, pour le coup. Mais voilà, c'est un joueur qui a pris un gros volume de pull-up, entre guillemets, parce qu'il n'est pas 56e. J'ai pris pour faire un spectre un petit peu plus large, mais il doit être dans le top 40, top 45. Donc un gros volume de pull-up et une très très grosse efficacité, puisqu'il est deuxième. De là à dire que Jalen Williams c'est le deuxième meilleur joueur sur pull-up de toute la NBA, je pense pas. Je pense que ça va se compenser un petit peu la saison prochaine. Et toujours est-il que cette saison en attaque, il a vraiment été le deuxième générateur d'attaque absolument parfait à côté de Shai. Où sont-ils ? Ouais. C'est pas le deuxième meilleur joueur de pull-up, on parle pas de niveau, on parle de performance là, pour l'année. Bien sûr. Qui était impressionnante. Donc voilà, effectivement. Mais non, mais là où c'est bon signe, je trouve, c'est que c'était un peu une des faiblesses de son profil l'an dernier et enfin voilà, quand il était rookie, c'est-à-dire qu'on voyait le potentiel sur drive, etc. Mais on se disait, mais à quel point est-ce que le pull-up est vrai et pour de vrai, à quel point il est réel. Et d'ailleurs, tu vois, si on avait su, dès la draft qu'il avait ce pull-up et ce potentiel de pull-up qui allait se concrétiser, je pense qu'il aurait été drafté encore plus haut. En vérité, oui. parce que moi je me souviens que c'était un peu ça la limite, quoi. En tout cas le doute c'était ok, super athlète, etc., les mensurations, le drive, mais est-ce que vraiment c'est viable par rapport au pull-up? Donc le fait que ça se concrétise, c'est très bien. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on n'a pas encore du tout un joueur de pull-up à 3 points à haut volume, quoi. C'est plutôt des pull-up plus proches du panier, mais en même temps je trouve que c'est aussi là où il va faire son beurre, quoi. Le côté, je fais mon drive, je m'arrête un peu dans la mi-distance et puis je le mets avec automatique. Non, c'est un abus de langage, mais il le met à un très haut taux, quoi. Donc il y a un peu cette idée que, tu vois, c'est pas des step back à 3 points, c'est même pas des longs 2 en sortant du pick and roll, en dégainant d'assez loin. C'est des pull-ups, je trouve, un peu plus proches du panier, mais en même temps, tant qu'il les met avec une très haute efficacité, c'est hyper bien. Et alors, moi, la stat que j'avais sur Jalen Williams, mais pour continuer à parler de lui, mais moi j'avais noté 24,2, c'est son usage en fait, son usage, son volume de responsabilité, et je l'avais noté pour dire 24,
c'est peu, et surtout 2025, est-ce qu'il serait pas temps qu'on monte à 30, quoi? Un peu la barre des stars, 30% d'usage. Est-ce qu'on n'est pas déjà, enfin, est-ce que c'est pas trop peu? Je trouve déjà tellement bon, tellement efficace, tellement bon passeur que j'aurais presque envie que déjà on ait eu, ou en tout cas que bientôt on ait très vite un plus haut usage, parce que on l'a même pas encore détaillé, mais le mec est efficace partout, il sait à peu près tout faire. T'as parlé des pull-ups spécifiquement, je veux dire, mais même l'ensemble de son jeu, 7% plus élevé que la moyenne NBA sans scoring, donc c'est un score plus 7%, c'est excellentissime. En chiffre brut, si vous voulez, c'est 1,24 points par tir au général. C'est entre Devin Booker et Paul George, hein. Voilà, c'est plutôt pas mal. sur les plutôt gros volumes, on est 17e de NBA sur plus de 63 joueurs, avec donc 24% d'usage, donc on est plutôt vers le haut. Les drives, c'est pareil, on est plutôt bien classé, 22e meilleur driver de NBA parmi les plutôt gros drivers. Il y a du toucher de balle, il y a les flotteurs, il y a les pull-ups proches du panier, comme tu en as parlé, 50% sur les longs 2, donc il en prend pas des tonnes, mais il les met, les longs 2, 43% sur les 3 points. Le passing, je pense qu'on a un vrai point forward qui est vraiment, je trouve, un peu sous-estimé en termes de passing, à mon sens. Bref, est-ce que, pour revenir à l'usage qui était ma stat, qu'est-ce qu'on attend pour le faire péter à 30% ou 32% d'usage, quoi? Le départ de Josh Giddey, voilà. Mais c'est globalement, hein, on va être honnête. Non, mais la saison de Jalen Williams, et puis surtout durant l'été, il y avait eu ce débat où en tout cas, on a senti que le coaching staff d'OKC a voulu lui faire prendre de la masse physique pour vraiment l'ancrer en tant que poste 3, voire même poste 4. Parce que de par la construction du roster, il fallait un ailier. Et c'est un peu lui qui s'est dévoué en disant bon, ok, j'ai des bras, j'ai une envergure immense, j'ai une taille qui est pas non plus exceptionnelle. Par contre, je vais prendre vraiment de la musculature pour être vraiment cet ailier, un peu ce stabilisateur. Et ça pouvait amener potentiellement une perte d'efficacité. On sait qu'il y a certains joueurs, lorsqu'ils prennent du volume, de la masse physique, ça peut parfois altérer leur jump shot, ça peut leur faire perdre un petit peu en qualité de pur tir, de mécanique. C'est pas du tout le cas de Jalen Williams. Et moi, je trouve, voilà, il m'a ébloui cette saison. Sur le playmaking, comme tu l'as dit, je trouve que c'est un playmaker sous-estimé et que le départ de Josh Giddey va l'amener à plus de responsabilités dans ce domaine-là. Après, pourquoi l'usage est aussi bas, entre guillemets, parce que il a encore cette tendance, beaucoup moins que la saison rookie, mais à disparaître parfois dans certains moments. Il l'a eu en playoff. Il n'a pas eu tant que ça en saison régulière, où justement c'était la critique qu'on avait fait avec Pierre de Wear Thunder lorsqu'on avait fait un épisode dédié sur Jalen Williams avant le début de la saison. On disait il y a des moments où il se cache un peu. En saison régulière, il ne s'est pas du tout caché. Les fans d'OKC le savent très bien. Dans des matchs serrés, c'est souvent Jalen Williams qui a su prendre les commandes et qui a su faire les bons choix et rentrer les tirs quand Shai Gilgeous-Alexander n'était pas toujours au niveau. Et puis voilà, comme tu l'as dit, la progression en attaque est complète. J'émettrais un petit peu de réserve au-delà du volume qui pourrait être encore meilleur. Je pense qu'il y a une problématique... Pardon. Il y a une problématique sur le trio Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren et Jalen Williams, c'est que ça manque d'un joueur qui ait un gros volume à 3 points. Je pense que on est beaucoup sur même globalement, le starting 5 de KC, c'est pas un starting 5 qui prend énormément de 3 points en termes de volume. Je pense que pour que ce trio soit encore plus complémentaire en attaque, il y a quelqu'un qui va devoir être un plus gros volume à 3 points. Et Jalen Williams, finalement, sur les 14 tirs qui tentent, il y en a seulement 3 qui sont à 3 points. Et si on prend le 3-point attempted rate plus, donc le ratio tir tenté vis-à-vis des 3 points, 100 c'est le plus, donc 100 c'est la moyenne NBA. Si vous êtes au-dessus, c'est mieux. Si vous êtes en dessous, si vous êtes à moins de 100, c'est moins bien que la moyenne NBA. Il est à 61, c'est-à-dire qu'il fait... il y a 39 points en dessous de la moyenne NBA. C'est quand même assez bas, voire même très bas. Donc ça, c'est un point qui m'inquiète un petit peu. Et le deuxième point qui est aussi lié à un plus, ou en tout cas au ratio entre le tir, c'est le free throw rate plus. Donc là, le ratio entre le nombre de tirs tentés et le nombre de fois où il provoque des lancers francs. Et je salue justement Alan Guillot de Santa Clara parce que j'en ai beaucoup parlé avec lui cette saison. C'est qu'il ne va pas suffisamment provoquer il va pas suffisamment provoquer des fautes, il ne va pas suffisamment sur la ligne des lancers. Tu vois, tu as parlé du fait que justement, il allait... tenter des tirs qui étaient du short mid. Moi, j'aimerais bien que parfois, ou un peu plus souvent que ce qu'il a fait cette saison, il aille vraiment au cercle, il aille provoquer des lancers, parce que Jalen Williams a totalement le coffre physique pour pouvoir provoquer des lancers, et même si ces lancers sont pas provoqués, il a suffisamment de toucher et suffisamment de capacité athlétique pour pouvoir finir près du cercle, et forcément, il va finir à un taux plus élevé que lorsqu'il s'arrête
et fait des short mid, quand bien même son taux de réussite est plus élevé. Donc moi, ouais, c'est les deux petits points sur lesquels il doit progresser. Alors c'est un joueur de deuxième année, donc forcément, même si c'est un joueur plus vieux, parce qu'il me semble qu'il a, ouais, c'est ça, il a 23 ans, donc voilà, c'est un joueur qui a été drafté plus vieux que d'autres profils un peu bruts offensivement, mais ça reste un joueur de deuxième année, donc pas complètement fini. Peut-être que l'axe en année 3, au-delà de la progression en termes de l'usage, c'est soit, alors c'est un peu contradictoire parce que c'est deux zones qui sont extrêmement éloignées, mais soit un plus grand volume à 3 points, soit plus de provocation de lancer. Et je pense que déjà, si tu as un des deux la saison prochaine et que tu gardes la même efficacité et le même niveau de playmaking, eh ben, tu as un joueur qui sera hyper complet, qui sera ouais, pas très loin d'un top 35, top 40 NBA. Quand bien même, il doit déjà pas en être très loin lorsque tu feras la syllabe cette saison. Oui, à mon avis, il va falloir avec le 35-40, voire même un peu plus, hein, comme tu dis. On verra ça plus tard dans l'été, notre top 100. Mais bon, après, tu vois, c'est un joueur plus vieux, mais tout de même qui a été drafté plus vieux, mais qui a été le rayon de soleil d'OKC, non? Badam tam pam. Pardon pour le jeu de mots. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, sur les nuances que tu as apportées. Je pense que lui a été beaucoup plus affecté par les schémas défensifs de Dallas, donc le manque de spacing notamment, que HDA, on va en parler, mais qui malgré l'élimination a fait une série absolument incroyable. Mais oui, le côté création, peut-être qu'on n'a pas encore passé le test complètement, on va dire, en play-off. Et le 3 points, oui, le 3 points, c'est le volume à surveiller, parce qu'on aimerait bien qu'il y en ait un peu plus tout de même, ça je suis totalement d'accord. La finition, j'ai envie de dire, c'est un peu le paradoxe des bons finisseurs, en fait, en un sens. Je prends toujours un peu les mêmes exemples, donc je vais essayer de changer, mais voilà, quand tu as des joueurs qui ont un bon toucher de balle et qui arrivent toujours à faire des belles finitions, bah, ils grandissent et ils se développent en faisant ça, et donc pas tellement en attaquant le contact, parce qu'ils savent qu'ils peuvent les mettre, quoi. Donc voilà, des Irving, Haliburton, des Jokic ou des mecs comme ça, ils n'ont jamais eu des taux de lancer franc très élevés, hein, et parce qu'il y a toujours ce truc de ouais, mais je suis capable de le mettre, le tir, donc pourquoi est-ce que je foncerais dans le défenseur, provoquer le contact et ne pas être en bonne position de tir, alors que je pourrais, moi, je sais que je peux me libérer une position de tir et le mettre en plus. Donc c'est un peu le paradoxe, mais je te rejoins que ça ferait du bien, quoi. Ça ferait vraiment du bien s'il pouvait être un peu plus agressif, et en effet, même si il pourrait y avoir un peu plus de déchets ou quoi, une période de transition, mais si on pouvait faire cette évolution que les petits pull-up à 1 mètre du panier ou à 2 mètres, ils fassent un peu plus l'effort d'aller chercher des fautes parfois, à mon avis, ce sera un boost incroyable, et tu vois, ça le ferait passer de, là, j'ai dit 22e meilleur driver de NBA en termes de productivité globale, tu rajoutes des lancers francs en plus, je pense que c'est quelqu'un qui peut largement aller titiller le top 10, top 5 NBA, en fait, hein. Moi, je sais que je suis très haut sur son potentiel, mais c'est un peu pour ça, parce que en fait, c'est pas comme si tu demandais à un mec très petit, très fin de devenir une machine à lancer franc. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très grand, qui est très, très long, grosse envergure, et déjà assez costaud. Donc, il y a juste un degré d'efficacité à ajuster, quoi. C'est pas Brandon Ingram, quoi. Il y a juste un côté agressif avec sa carrure à utiliser, sachant que, donc, par ailleurs, il a aussi le toucher de balle. Donc, à mon avis, il est possible que dans 5 ans, on parle d'un potentiel All-NBA First Team, MVP. J'exagère un peu, hein, mais je caricature, mais parce que, en fait, ce sera devenu un driver d'élite, top 3, top 5 NBA. Pour moi, la possibilité existe. Mais je suis d'accord que pour l'instant, c'est pas encore là. Mais tout de même, quoi. Tout de même, on a un passeur qui... Je sais pas si je dirais meilleur passeur qu'SGA. En tout cas... Ah, ça, c'est le débat. C'est le débat qu'on a souvent. Je trouve que la palette est très variée, en tout cas. Mais SGA, SGA crée du playmaking, pas par son passing pur de haut niveau, mais parce qu'en fait il crée tellement de décalage dans une défense qu'ensuite il fait les bonnes lectures, et voilà, quoi. Mais il n'y a pas un créatif de chapeau 1 comme Doncic, comme Trae Young, etc. Mais bon, le résultat final, c'est quand même qu'il crée beaucoup de passes de facto. Mais j'aime beaucoup vraiment beaucoup Jalen Williams, le potentiel de scoring, le passing déjà, la défense évidemment. Et juste pour dire, je m'amuse à faire des filtrages parfois sur la saison NBA, donc plus de 1000 minutes. Voilà. Plus donc de 24% d'usage comme lui, donc un certain volume d'utilisation évidemment. Une certaine efficacité, donc j'ai mis 1,20 points par tir, voilà, donc plus que ça en termes d'efficacité. Et aussi plus de 0,8 de ratio de playmaking, donc qui a tout de même une certaine tendance à faire des passes, pas seulement scorer pour lui-même, mais à faire des passes. Plus de 0,8, c'est pas mal comme ratio, et dans le même temps aussi, moins de 8% de turnover percentage. J'aime bien lier les deux, parce que voilà, si tu fais pas de passes, et donc c'est pas aussi impressionnant de ne pas faire de turnover, donc un peu lié à la fois beaucoup de passes et peu de turnover, et donc il n'y a que 4 joueurs qui répondent à ces critères, donc en termes de un volume efficace, passeur mais peu de déchets,
Jalen Brunson, SGA, Jimmy Butler, Jalen Williams. Voilà. Et voilà pourquoi, pour boucler la boucle. Il n'y a même pas Tyrese Haliburton. Et Haliburton, non, je crois qu'il n'est pas sur mon filtrage. Alors, je sais pas pourquoi. Il doit avoir un peu plus de turnover, peut-être. Ouais, c'est possible. Il fait quand même beaucoup de passes. Mais non, mais voilà pourquoi je parlais de mon usage. L'usage de à peine 24%. Quand tu fais partie de cette liste, et d'ailleurs, j'avais un peu la même réflexion avec Butler, quoi. Quand tu es à ce point bon en termes d'efficacité, scoring, passing et propreté, moi, j'ai envie d'en voir plus. Donc, j'espère qu'on aura l'an prochain beaucoup plus, quoi. Oui, et puis même globalement, enfin, rapidement, on s'étale pas mal sur Jalen Williams, mais vas-y. La progression défensive cette saison est colossale comparée à sa saison rookie. Alors forcément, le coffre est un peu plus grand, mais c'est très souvent lui qui s'est retrouvé à être le défenseur sur le deuxième meilleur attaquant adverse. Parce que le premier, c'était toujours Lou Dort, peu importe le profil, sauf si vraiment on était sur des Jokic ou sur des Joel Embiid. À partir du moment où tu n'es pas un pivot, tu étais sûr que si tu étais le meilleur attaquant de ton équipe, c'était Lou Dort qui allait défendre sur toi. Hormis quelques situations où c'est Jalen Williams qui a défendu directement sur Kevin Durant, par exemple. Je trouve que autant il a un peu perdu, forcément, vu qu'il défend un peu plus sur le porteur de balle, il a un peu perdu cette capacité à créer des turnovers ou des deflections off-ball. Il est un peu moins bon sur les interceptions que ce qu'il était en saison rookie. Le côté ligne de passe sans ballon, tu veux dire? Ouais, c'est ça, tout à fait. Un peu comme ce que peut être Paul George, un peu comme ce que peut être Shea aussi, des joueurs qui créent des pertes de balles via des interceptions sur du jeu off-ball. Mais je trouve que voilà, c'est vraiment un joueur qui a amené une certaine stabilité défensive et qui, avec l'arrivée d'Alex Caruso, va peut-être retourner dans ce rôle de, comme j'ai déjà 2 défenseurs élites sur le point of attack, peut-être un peu plus off-ball et créer des interceptions. Et si jamais un des deux est sur le banc, je repasse dans ce rôle-là. Mais je trouve que offensivement, on en a beaucoup parlé de sa progression. Je trouve que défensivement, là aussi, on avait quelques réserves parce que c'était uniquement par flash sur sa saison rookie. Et là, j'ai trouvé ça beaucoup plus régulier. Ouais, d'accord. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas si je t'avais posé la question ou alors c'est dans un hebdo, mais c'est peut-être l'hebdo avec toi. T'en as pas, quand tu as fait, c'était OKC contre Milwaukee, c'était l'hebdo, je sais plus si c'était avec Azad ou avec Baptiste. Tu avais posé la question interdite. Ah, la question, oui. Est-ce que long terme, Jalen Williams va pas être plus fort qu'SGA? Ouais. Je sais pas, mais peut-être que j'exagère, hein, mais moi j'aime vraiment tellement ce potentiel. Et bon, la différence, Shai, on va en parler, Shai est déjà une anomalie, donc c'était peut-être c'est plus pour rehausser l'image de Jalen Williams que dire l'inverse que SGA, pardon. Mais bref, on va en parler de SGA. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.